On a tous en tête l'image d'une rivière qui s'écoule, n'est-ce pas? Parfois paisible, parfois un torrent complètement déchaîné. Eh bien, derrière ces images, il y a toute une science incroyablement précise et, figurez-vous, prévisible. Aujourd'hui, on va essayer de décoder ensemble ce langage un peu secret de l'eau, de comprendre ce monde invisible qui pourtant façonne tout notre environnement. Quand on regarde une rivière, on a l'impression qu'elle suit son chemin un peu au hasard, qu'elle est un peu chaotique, mais en réalité pas du tout. Elle obéit à des lois physiques extrêmement strictes. Alors la question c'est, quel secret est-ce que cette eau en mouvement peut bien nous révéler? Alors, le domaine scientifique qui s'occupe de tout ça, ça porte un nom un peu technique, l'hydraulique à surface libre. En gros, c'est une branche bien spécifique de la mécanique des fluides et elle est absolument essentielle pour les ingénieurs civils, ceux qui conçoivent et gèrent notre environnement, nos barrages, nos canaux. Attention, il faut bien faire la différence entre l'eau qui coule dans une rivière et l'eau qui sort de nos robinets. Dans nos tuyaux, l'eau est sous pression. C'est ce qui la fait monter aux étages. Mais dans une rivière ou un canal, non. Le seul et unique moteur, c'est la gravité. C'est vraiment elle et elle seule qui dicte absolument tout le jeu. Alors, voilà un peu notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord s'intéresser aux deux grandes personnalités de l'écoulement. Ensuite, on verra comment les ingénieurs font pour prédire le niveau de l'eau. Puis comment l'eau réagit face à des obstacles. Et on terminera en beauté avec un phénomène assez spectaculaire, le ressaut hydraulique. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut savoir que n'importe quel écoulement d'eau, on peut le classer, en fonction de son énergie. C'est un peu comme si l'eau avait deux humeurs, deux personnalités bien distinctes. Mais alors, comment est-ce qu'on mesure cette fameuse humeur de l'eau? Eh bien, les ingénieurs ont un outil pour ça, un outil clé qui s'appelle le nombre de Froude. Pour faire simple, imaginez un bras de fer. D'un côté, il y a l'élan de l'eau, son inertie. De l'autre, il y a la force qui la freine, la gravité. Le nombre de Froude, c'est tout simplement le score de ce match. Et ce score, il nous dit tout. Alors voilà ce que ça donne. Si ce nombre de Froude est plus petit que 1, on parle d'écoulement fluvial ou subcritique. C'est l'image de la rivière calme, tranquille, où si on jette un caillou, les petites ondes peuvent remonter le courant. À l'inverse, si le nombre est plus grand que 1, là on passe en régime torrentiel ou supercritique. C'est rapide, c'est agité, et là si on fait une onde, elle est immédiatement emportée, impossible pour elle de remonter. Mais on peut même aller un cran plus loin en termes de précision. Si on ajoute un autre facteur, la turbulence, qu'on mesure avec un autre chiffre, le nombre de Reynolds, on obtient en fait 4 régimes bien distants. Ça va du lent et parfaitement lisse, comme de l'huile, jusqu'au rapide et complètement chaotique. C'est vraiment toute la palette des comportements que l'eau peut avoir dans la nature. Ok, tout ça c'est bien beau, mais passons un peu à la pratique. Comment les ingénieurs se servent de ces concepts pour, par exemple, concevoir un pont ou un barrage? Eh bien, pour y arriver, ils s'appuient sur des sortes de points de repère, des états de référence un peu idéalisés. Le tout premier de ces repères, c'est ce qu'on appelle l'écoulement uniforme. Il faut l'imaginer comme une situation de laboratoire, une situation idéale. C'est une rivière parfaitement droite, avec une pente constante, où la profondeur et la vitesse ne changent jamais. Bon, c'est très rare de trouver ça dans la nature évidemment, mais c'est le point de départ, la base indispensable pour n'importe quel calcul. Et pour prédire ce qui va se passer, les ingénieurs jonglent avec deux hauteurs d'eau qui sont absolument clés. D'abord, il y a la profondeur normale. C'est en quelque sorte la hauteur de croisière de la rivière, sa hauteur naturelle d'équilibre. Elle dépend surtout de la pente du terrain. Et puis, il y a la profondeur critique. Ça, c'est différent. C'est la hauteur de bascule, le moment où l'écoulement passe de calme à torrentiel. Et cette hauteur-là, elle ne dépend que de la quantité d'eau qui passe, le débit. Et alors, pourquoi est-ce que cette distinction est si importante? Eh bien, c'est tout simple. En comparant juste ces deux chiffres, un ingénieur peut poser un diagnostic immédiat sur le caractère d'une rivière. Si sa hauteur normale est plus grande que sa hauteur critique, ça veut dire que la rivière est naturellement calme, on dit qu'elle a une pente douce. Si c'est l'inverse, alors elle est naturellement rapide, c'est une pente forte. C'est un diagnostic instantané, super puissant. Évidemment, la nature, ce n'est pas un laboratoire. Une rivière, elle rencontre des obstacles, des piles de ponts, des barrages, des rochers, bref, tout un tas de choses qui viennent perturber cet écoulement idéal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que même ce désordre est en fait prévisible. Quand la profondeur de l'eau se met à changer, mais tout doucement, de manière très progressive, on entre dans ce qu'on appelle un écoulement graduellement varié. La surface de l'eau n'est plus parallèle au fond du lit, non, elle se met à dessiner de grandes et longues courbes, des courbes qui, encore une fois, sont parfaitement calculables. L'exemple le plus parlant, c'est celui-là. Prenez une rivière qui coule tranquillement à sa profondeur normale. Maintenant, on construit un barrage en aval. Qu'est-ce qui se passe?
L'eau arrive, elle bute contre le barrage, elle est forcée de ralentir, et donc son niveau commence à monter de plus en plus en amont de l'obstacle. Eh bien, cette longue courbe que l'eau dessine en remontant, c'est exactement ce qu'on appelle une courbe de remous. Et savoir calculer la forme exacte et surtout la longueur de cette courbe, c'est absolument capital pour un ingénieur. C'est ça qui va permettre de savoir jusqu'à combien de kilomètres en amont l'influence du barrage va se faire sentir. C'est crucial pour construire un pont à la bonne hauteur, pour ne pas qu'il soit inondé, ou pour savoir où placer des digues pour protéger les habitations. On arrive maintenant au phénomène le plus spectaculaire de toute l'hydraulique à surface libre. C'est un moment quasi magique où l'eau libère toute son énergie d'un coup, de manière explosive, mais d'une façon qu'on peut contrôler. C'est comme si on arrivait à dompter un torrent en pleine furie. Les textes techniques le décrivent comme, je cite, une surélévation brusque et marquée de la surface libre. C'est une façon un peu sobre de le dire, mais ça décrit très bien la nature soudaine, presque violente de ce qui se passe. Ce phénomène incroyable, c'est le ressaut hydraulique. C'est tout simplement le passage hyper brutal d'un régime rapide torrentiel à un régime calme fluvial. C'est une transition explosive qui libère, qui dissipe une quantité d'énergie absolument colossale, principalement sous forme de tourbillons et de turbulences. Regardons de plus près cette transformation. Juste avant le ressaut, on a un écoulement rapide, avec peu de hauteur d'eau et une énergie cinétique énorme. Et juste après, d'un coup, l'eau devient lente, profonde, et toute son énergie cinétique a été pulvérisée. Pour trouver une analogie, c'est un peu l'équivalent aquatique d'un bang supersonique pour un avion. C'est une onde de choc, mais une onde de choc qui reste sur place. Et le plus fascinant, c'est que ce chaos apparent, cette explosion d'énergie, eh bien, c'est en fait un outil incroyablement précieux pour les ingénieurs. On le provoque volontairement au pied des barrages, justement pour casser l'énergie de l'eau qui dévale le long du déversoir, et comme ça, on protège le fond de la rivière contre l'érosion. On s'en sert même pour mélanger des produits chimiques dans les stations de traitement d'eau. C'est vraiment la force brute de la nature, mais parfaitement maîtrisée. Au final, quand on y pense, l'étude d'une simple rivière, ça nous rappelle à quel point la science nous permet de décoder et même d'exploiter des forces de la nature qui semblent, à première vue, complètement indomptables. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on est capable de lire et de comprendre le langage d'une rivière à ce point, quelles sont les autres forces naturelles qu'on sera bientôt capable de maîtriser ?